Action. Je suis Pio Marmaille. Je suis Pierre Salvadorien. Et bah du coup je suis moi-même. Je suis Adèle. Adèle Haenel. Je suis Pierre Salvadorien. Pio Marmaille. Damien Bonnard. La comédie nécessite un cadre, une rythmique dans l'écriture et dans le jeu qui est assez précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et dire tu m'as marré. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce film, ce n'est pas de la vanne. Vous voyez, ce type de comédie qui peut exister, qui est un type de comédie en l'occurrence. Là, c'est une construction collective où il y a une nécessité d'exigence dans la rythmique, même de la langue, qui demande beaucoup de travail, d'investissement. Donc c'est normal qu'on ait besoin, nous, en tant qu'acteurs, d'individus, de metteurs en scène qui soient assez stricts et qui aient la capacité d'avoir l'objectivité, qui soient assez objectifs pour se rendre compte de cette rythmique, si elle existe ou pas. Donc, il faut qu'il y ait pour moi, je trouve qu'il faut. Pierre est quelqu'un qui est assez dur, qui demande un certain. Pas exigeant, dur. Non mais dur, c'est-à-dire que aussi dur physiquement, car ton corps n'est que muscle. Tu comprends? Non, mais je suis très exigeant. Mais il faut une exigence, oui. Ouais. C'est ça, on n'arrive pas, on ne dit pas, tiens, vas-y, fais de la mini-moto et fais péter un immeuble. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai que ça demande vraiment du travail, quoi. Donc, oui, c'est beaucoup d'exigence, quoi. Oui, beaucoup de précision, mais en même temps, on jouait les choses tu nous poussais à aller dans une sincérité totale. Donc on n'était pas en train ni de fabriquer des vannes, ni rien. En fait, quand je me retrouve à déclarer des tas de choses à Adèle et qu'il y a une voiture derrière qui passe. Non mais c'est vrai, c'est que bien sûr. C'est là en fait, c'est du coup que c'est nous en vivant pleinement la situation, mais sauf que c'est l'écriture de Pierre, la manière ou sa mise en scène qui fait que les choses se transforment. Mais je lui demande par exemple dans cette scène-là d'accentuer encore plus son innocence, sa fébrilité, son amour, parce que au plus il jouera juste, au plus la scène sera drôle. Vous voyez, pourtant ce qu'il dit lui n'est absolument pas drôle. Il lui dit je t'ai toujours attendu, je t'ai toujours aimé, je t'aimais tellement que j'osais pas même te dire la vérité sur ce qui pouvait être, etc. Et derrière, il y a une Ferrari, vous voyez. Et donc parce que tu ne signifies jamais ce que le public, ce en quoi le public attend. Enfin, ce qu'attend le public, c'est effectivement une sorte d'incarnation profondément concrète, quoi. Parce que si tu as une once de distance, ça ne fonctionne plus, quoi. Il faut faire confiance à la situation. Donc en l'occurrence là, on pourrait imaginer qu'on pourrait se dire tiens, comment est-ce que dans cette scène il va diriger un acteur pour qu'il soit vraiment drôle? Et ben, paradoxalement, je ne lui demande pas d'être drôle, je lui demande d'être totalement sincère et d'être dans un aveu, amoureux, embarrassé, intimidé, comme on le serait tous à ce moment-là, au moment de l'aveu. Et surtout pas d'avoir conscience de la situation. Ce jour-là, j'avais tout le corps en feu. Hein. Je sais que j'avais l'impression de déclarer mon amour à vous tous, à Adèle et à tout le monde. Oui. J'étais. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. En tout cas, la scène, tu l'as merveilleusement jouée à chaque prise. C'est-à-dire qu'elle a été jouée avec sincérité. C'est ça que je te demande. C'est très compliqué, mais très souvent, moi, mon cinéma, il est en situation. Les acteurs n'ont pas à faire un numéro comique à l'intérieur. Ils ont juste à avoir la modestie d'accepter une situation où ils sont peut-être pas toujours les plus lucides ou les plus... Et surtout d'incarner ce que tu écris, quoi. C'est-à-dire tu digères l'écriture et puis après il faut la... Oui, mais parfois il y a un petit rythme. Par exemple, quand un personnage il peut m'arriver de leur demander ça, dire... ça peut paraître idiot, hein, mais c'est anti-psychologique au possible. Ça veut dire, si tu attends un tout petit peu plus avant de donner ta réponse, ça va être plus drôle. 3 images. Non, mais si par exemple, il faut que tu montres que tu ments, il faut que tu le montres au spectateur, mais pas à ton partenaire, des détails comme ça. Et il faut énormément de vérité, d'engagement dans le mensonge. Vous savez, c'est des toutes petites choses, les double takes, des choses très techniques, j'adore ça, leur expliquer des choses qui pourraient presque appartenir au lexique du clown. C'est-à-dire ce que faisait Cary Grant, il voit un tigre, il le regarde, puis tout à coup il comprend, il revient après, il est stupéfait. Leur apprendre aussi des petites choses comme ça qui appartiennent au répertoire de la grande comédie classique et burlesque, et essayer d'intégrer ça à des choses plus contemporaines, et ça vieillit très bien, et ça marche très très bien. Donc voilà, c'est un mélange de rigueur, de vérité, et aussi de jeu pur, de jeu du clown. Avoir la sincérité du clown qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est dépassé par la situation, et jouer ça avec le plus de modestie et de vérité possible. Et puis ce qui décuple aussi ça, c'est un truc dont on ne se rend pas compte forcément quand on le tourne, mais à la fin, en voyant le film,
je reviens encore à cette scène, mais ce qui est un truc dont j'avais pas conscience quand on le tourne, mais moi, quand même, quelques minutes avant, j'ai la même position avec Jean-Louis Barcelona, que je n'écoute absolument pas. Oui. Non, mais c'est ça qui, du coup, en voyant le film après ça, en le tournant, on n'en a pas conscience, mais ça nourrit la scène d'après où bien sûr. Adèle ne m'écoute pas non plus, et c'est des choses qui sont dans son écriture, mais Ça, il y a beaucoup de symétrie dans le film. tous les miroirs, tous les... Une petite chose comme ça, mais ça, c'est l'écriture, le ton, le style et surtout comment dire, le langage, le rapport avec le spectateur. Faire de lui un spectateur, comment dire, actif, qui est presque dans le film lui-même, c'est-à-dire qui se réjouit d'avoir vu une scène comme ça où un personnage n'écoute pas et puis qui voit cette réponse juste après. Vraiment, ce jeu et cette danse presque avec le spectateur, c'est quelque chose de très important pour moi. Vraiment, que le spectateur ait le sentiment presque de coécrire le film, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. J'établis pas un lien entre les deux personnages en fait. Vous voulez dire la sortie de prison d'Antoine et la sortie de prison de... C'est typiquement... bon, après il y a ce truc où, vous savez, à un moment dans le film, Pio dit... elle lui dit, mais pourquoi tu vas braquer la bijouterie? Il lui dit, j'en ai marre d'être innocent. Et elle, après, quand elle enlève son masque, devant les caméras, il dit, pourquoi tu fais ça? Elle lui dit, j'en ai marre d'être coupable. Donc on peut imaginer quand même que les personnages ont à voir avec des sentiments comme ça, des choses un petit peu inversées. Mais ce sont des personnages qui cherchent le rachat, qui cherchent à trouver leur place. Mais après, ce genre de choses, la sortie de prison avant et après, c'est typiquement ce que j'évoquais il y a 2 minutes. C'est-à-dire, c'est plus une histoire de style, une façon d'affirmer la fiction, d'affirmer la mise en scène, et de mettre des séquences qui se répondent et qui n'ont rien à voir avec la psychologie, mais qui ont tout à voir avec comment dire, le langage, le style, le ton d'un film. Vous voyez, on commence par une scène de retrouvailles entre Pio et Audrey, qui est censée dire que la fiction, qu'on peut enchanter le quotidien, qu'on peut réenchanter notre quotidien via la fiction. Je ne suis pas prête, tu arrives trop tôt, je t'en supplie, ressors et reviens, que je me prépare à te recevoir. Ce sont des choses qui sont, comment dire, ce qui nous arrive fréquemment dans la vie. On n'est pas prêt à recevoir une émotion. Et au fond, aller au bout de ça, mais ce sont des choses qui peuvent être totalement acceptables dans la vie. Là, c'est un couple qui décide de réenchanter un moment parce qu'elle n'est pas prête, elle lui dit ressort et reviens. Et puis après, au fond, c'est comme si un personnage avait appris quelque chose et il refait la même chose. Donc au fond, c'est sa façon à elle d'avoir un petit peu assimilé des choses, mais c'est aussi moi ma façon de dire au spectateur que j'essaye de fabriquer quelque chose de formellement abouti et dans lequel il y a des ironies, des propositions comme ça, purement cinématographiques, je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, c'est encore une fois une façon d'affirmer l'amour de la fiction, le goût de la fiction. Voilà. Chaque fois que j'ai dit un truc où j'ai pas bien répondu. Non, je t'envoie une gerbe du 11 novembre. Non, mais vous savez, c'est très important. C'est-à-dire que quand je trouve des idées comme ça, ça peut vous paraître peut-être... Mais moi, ça m'enchante. Je suis super content, quoi. C'est une façon d'être encore plus dans la forme. Je suis un formaliste. Moi, je suis pas du tout un... J'essaye vraiment de raconter les histoires et d'y injecter quelque chose qui a à voir avec oui, c'est ça, avec la forme, avec une forme d'élégance ou voilà, parce que les histoires que je raconte, c'est à peu près toujours les mêmes, mais ça m'intéresse énormément, ça, la mise en scène, le cinéma finalement. Ouais. Peut-être l'exemple, moi que je trouve hyper beau, c'est le masque en papier sur le sol. Quand elle marche. Oui. Ça, c'est très très beau ce moment-là. Oui. Enfin, t'en parlais très bien en lien avec, c'était quoi, un film de Hitchcock? Enfin non, c'était... Je sais plus, j'ai tellement parlé. Avec les chiens. Ah, tout ça, mais ça c'est la mise en scène, c'est autre chose. Oui, mais c'est la mise en scène, c'est-à-dire que vous savez, il y a cette scène à un moment où ils se regardent comme ça, elle voit que Pio a jeté ce masque en papier, et elle regarde ça et elle s'interroge sur ce monstre qu'elle a créé, quoi, parce que en ne disant pas la vérité, elle a laissé sortir Pio, etc. Donc il y a cette scène un peu ironique aussi, voilà, un peu à la Hamlet, on appelait ça la scène, tout ça. Mais surtout, alors ça c'est très intéressant, je voulais que ce sac en papier soit dans des marches. C'est-à-dire qu'elle le suit, etc. Et j'avais besoin qu'à un moment elle distingue quelque chose. C'était une façon de dramatiser ce moment où elle trouve le masque.
mais on n'arrivait pas à trouver à La Ciotat un endroit où il y avait des marches. Donc on avait fait toutes les petites rues, etc. Mais j'avais besoin presque pour un truc de rythme. Hein. Elle cherche et tout, et d'un coup elle aperçoit quelque chose. Comment dramatiser le moment où elle va trouver le sac en papier et le regarder. Et comme je n'arrivais pas à trouver, j'ai essayé de faire autrement. Et j'ai pensé dans les entretiens Hitchcock-Truffaut, il y a un truc très passionnant. À un moment, Cary Grant s'avance vers une porte, et puis pour pas que le spectateur ait le temps de se dire il y a quelque chose derrière cette porte, il y a travelling arrière, travelling avant sur la porte, travelling arrière sur la... Merde, il y a sûrement... Il a voulu distraire l'attention du spectateur pour qu'il pense à autre chose qu'à ce qui était en train de se mettre en place, d'un point de vue purement formel, comme ça, etc. Il va y avoir un truc. Donc il a détourné l'attention du spectateur avec des chiens. C'est tout à coup, il y a un chien qui aboie très menaçant. Et le mec qui regarde, il regarde le chien, il a très peur. Il ouvre la porte, donc on oublie la menace qui aurait. Et là, tout à coup, derrière la porte, il y a quelqu'un et ça fait peur. Donc il trouve une espèce il arrive à détourner l'attention du spectateur parce qu'il y a trop d'attente autour de quelque chose et donc c'est presque prévisible. Voilà, et ça c'est passionnant. Et donc, eh bien moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin du chien. Je disais toujours au reste de l'équipe, il faut qu'on trouve le chien. Et donc tout bêtement, on a cassé du verre parce que comme il a volé une bouteille avant. Et donc elle court et elle ralentit parce qu'il y a du verre au sol. Et donc elle marche, elle regarde par terre, elle avance beaucoup plus doucement et ça me permet j'ai remplacé mes escaliers par l'attention est détournée par autre chose, pour pas qu'on se dise oh là, qu'est-ce qu'elle a vu, donc par le bruit, par le voix. Non mais ça, c'est intéressant presque d'un point de vue de mise en scène, essayer toujours de trouver des petites idées, quelque chose qui re-rythme et qui à l'intérieur d'une séquence crée une diversion. C'est ça aussi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est constamment jouer avec le spectateur. Moi quand j'écris ou quand je réalise, vraiment je disais ça, quand je suis à la table avec le co-scénariste en face, il y a une troisième personne qui est constamment... Là, il y a un fantôme qui est le spectateur. Ouais. Je sais que beaucoup de réalisateurs disent que ça n'a pas d'importance pour eux, ce que pensent voilà. Mais moi, c'est vraiment au centre de mon procédé. Rappelez-moi juste la question de base. C'était Est-ce que je suis coupable de ne pas lui avoir révélé? Ben non, je peux pas me dire ça parce que C'est pas moi qui ai écrit le truc. C'est pas moi qui l'ai écrit et c'était pas écrit ça. Et non, parce que puisqu'il voulait absolument la protéger, la protéger, ça voulait dire aussi peut-être, ouais, c'est peut-être violent. Vous vous en foutez? Pas du tout en plus, pas du tout. On essayait de se poser la question. Putain, je pense que tu n'es pas coupable et moi non plus, je pense que tu n'es pas non, je suis pas coupable. Par contre, si je suis coupable d'une seule chose, c'est peut-être de ne pas avoir fait voler en éclats Jean Santy bien avant pour vivre plus d'années avec Yvonne. Mais non, mais je me rattraperai. Mais non, mais il peut. Mais il n'y a pas de coupable dans les films. Non, je peux pas être coupable. Personne, ça n'existe pas. Chacun fait comme il peut. Un monstre, ça n'existe pas. Je déteste d'ailleurs les cinéastes qui fabriquent des monstres pour que se construise quelque chose, une haine ou un... Il y a un truc dans le cinéma américain qui est très étrange, c'est qu'ils fabriquent des personnages monstrueux pour légitimer presque la monstruosité du héros à cet égard. Vous voyez ? C'est-à-dire que la catharsis, elle est un peu malsaine. C'est-à-dire on fait un monstre pour que le héros puisse ensuite être à son tour monstrueux en toute légitimité. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait ce personnage-là, il ne peut pas devenir un délateur, il aime trop cette femme pour lui dire que l'homme... Moi c'est ça qui est beau. Elle aime quelqu'un qui est un personnage double, mais il aime tellement cette femme qu'il préfère la laisser croire à son... Et puis il a confiance en elle, il pense que qu'elle verra par elle-même. Mais oui, t'as raison, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On finit ensemble. Bah oui, patience et longueur de temps. Est-ce que la figure de la bête est pour autant monstrueuse? Elle n'est pas monstrueuse. Il faut mettre la caméra de l'autre côté. Non, c'est vrai. Ouais. Physiquement, ouais, je dirais oui, mais après on vous a découvert tout le long du film, on a découvert l'humanité qui avait... Parce qu'il y a une empathie hyper forte qui existe avant même que le personnage apparaisse. C'est que de par son innocence, de par le fait qu'il ait pris 8 ans dans la gueule pour rien, l'empathie elle existe avant même que j'ouvre la bouche, quand on ouvre la bouche. Après... Et puis il est inquiet de sa propre violence, ce personnage. Parce qu'il cherche uniquement à rejoindre une forme de normalité. C'est ça qui est absolument fascinant chez ce type, c'est que la violence, elle n'est jamais justifiée, elle est juste, elle est comme une sorte d'éclair qui arrive d'un coup, qui est incontrôlable.
Alors que c'est simplement quelqu'un qui veut retrouver sa compagne, tu vois, manger des crêpes. T'es content. Non mais c'est vrai. Et être comme tous les Mais couples, oui. tu vois, dans la scène du Il veut restaurant, retrouver ce qu'il avait eu retrouver avant. ça, ce qu'il ne terrible. retrouvera absolument jamais. C'est ce qu'il dit quand il la quitte. Au moins il dit, je sais plus ce que je disais, bon, Je bref. pourrais plus être Mais, l'homme ouais, que j'étais. mais c'est une sorte d'aveu comme ça qui résume un peu tout. Ce sont des petits drames humains. C'est quelqu'un Des drames humains, des Mais personnes quand qui font ils simplement sont- 8 ans de prison pour rien. Quand ils Non, sont mais- pile. Sur le simple petit drame. il dit, C'est des drames du quotidien. non mais il dit je pourrais plus, j'adorerais te proposer ce que j'étais, mais j'ai perdu, il faut accepter ça. Elle doit accepter que la personne qu'elle a aimée n'est plus le même, il a été traversé par quelque chose de profondément injuste. Et lui, ben voilà. Mais après moi j'aime pas trop tout mettre à nu, mais il y a ce moment où il enlève le masque et où il abandonne cette colère. Il y a cette idée que ce personnage, à un moment, trouve une forme d'apaisement et parce que les vrais amoureux du film, pour moi, c'est Pio et Audrey. Adèle et Pio, c'est un malentendu merveilleux, sexy, tout ce que vous voulez. Mais lui, il tombe amoureux de son infirmière et elle couche avec lui par culpabilité. Donc, même s'ils sont beaux et même si on a envie qu'ils finissent tous les deux ensemble, les vrais amoureux, c'est ceux qui ont le même langage, la même tolérance, la même. Elle a une rigueur incroyable. Elle lui dit je peux pas. Peut-être que tu adorerais que je te dise vas-y, fais ceci. Ce que lui dit, et c'est ça l'idée aussi de la comédie, c'est ce que lui dit Adèle par culpabilité. Elle lui dit c'est normal de manger des. C'est normal de frapper des gens, c'est normal. Vous avez le droit, qu'est-ce qu'elle dit? Vous y avez droit. Vous y avez droit, etc. Tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est parce qu'elle essaie. Le vrai amour, le véritable amour, c'est celui d'Audrey, où elle dit mais non, je te laisserai pas. Voilà, donc c'est ça qui moi m'intéressait après. Après, c'est le jeu amoureux, c'est les rapports amoureux, c'est ça qui m'intéresse aussi. Pardon. Excuse-moi. Je viens. Non, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment de tisser après des liens un peu marrants aussi de comédie. Non, pour être franc, je la connais pas énormément. Ma culture de la comédie, elle est plutôt américaine ou anglaise. Mais parce que c'est comme ça. Mais je la connais Non, très mais peu. moi je sais que j'ai pas du tout envie d'avoir de juger mes pairs et mes contemporains. Moi je fais mon truc et j'essaie de faire ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai un amour de la comédie incroyable. Je trouve que la comédie c'est profondément cinématographique. C'est-à-dire ça autorise plein de choses, la mise en scène, le hors-champ, l'ellipse, l'ironie, la poésie. La comédie est un lieu qui accueille extrêmement bien ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire le point de vue et la manière, la façon de raconter, le langage, donc la mise en scène. Donc si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire finalement la comédie française. Il y a des choses que j'ai énormément aimées, voilà, mais qu'est-ce qu'on entend par ça? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est Weber? Est-ce que c'est Père et Jadko? Est-ce que c'est... Voilà. Ce que j'aime pas, ce sont les films cyniques. C'est-à-dire, je n'aime pas les projets de producteurs. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un qui veut faire très rapidement de l'argent au cinéma va immédiatement se tourner vers ce genre-là, mais pas pour la beauté de ce genre, mais pour les opportunités et les facilités financières que ça peut engendrer, si vous voulez. Ça m'intéresse pas du tout. Mais on voit très vite, ça se reconnaît très vite, ces projets-là. Eh bien, merci beaucoup. Ah, c'est fini? Merci à vous. Ah, d'accord. Le cap de la fin. Merci à vous, Merci. les jeunes. Merci.